Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. L'accord de paix de Washington DC marque une nouvelle étape pour la paix en République démocratique du Congo. Il est important de noter que cet accord a été signé sans la participation de ceux qui se battent sur le terrain, sans la participation de la population victime, sans les églises congolaises, sans le chef coutumier du Nord et du Sud Kivu. Certains pourraient considérer que cet accord est incomplet sans l'implication des acteurs clés. Joseph Kabila n'a même pas été mentionné dans cet accord. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse constructive sur la situation sécuritaire à RDC. Nous vous invitons à suivre Odo Boulamba pour une analyse approfondie de la situation. Vous pouvez suivre également l'intégralité de l'émission sur la chaîne Afrique sans masque. Mais, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision pour savoir la vraie réalité qui se cache sur terrain, la réalité qui se cache dans cet accord. Suivez Odo Boulamba. L'accord de Washington, la paix sans terrain. Le 27 juin 2025, à Washington, les caméras sont braquées sur une signature, un accord de paix, un document censé tourner la page d'une guerre. Autour des tables, trois noms, la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. Un deal tripartite historique salué par la presse internationale. Un retrait graduel des troupes. Un encadrement diplomatique. Une promesse de stabilité. Mais un détail dérangeant. Ce traité n'a pas été signé au Kivu. Il n'a pas été négocié avec les peuples qui saignent. Et surtout, il a oublié ceux qui tiennent réellement le terrain. Le M23 n'était pas à Washington. Les églises congolaises n'ont pas été consultées. Les chefs coutumiers du Nord Kivu et du Sud Kivu n'ont rien signé. Joseph Kabila n'a même pas été mentionné. Et pourtant, ce sont ces absents qui détiennent aujourd'hui la clé de la paix ou le retour du chaos. L'accord de Washington ressemble à un bâtiment en verre, élégant, médiatisé, mais bâti sans fondation locale. Ce n'est pas une paix enracinée, c'est une paix parachutée. Et voici la question que personne n'a posée devant les caméras. Peut-on réellement faire la paix pour le Kivu sans les Kivu? Pendant que l'Occident applaudit la paix à Washington, un autre scénario se joue en silence. À l'Est, fin mai 2025, Joseph Kabila réapparaît. Pas à Kinshasa, pas à Lubumbashi, mais à Goma, capitale du Nord Kivu. Sous contrôle du M23. Il n'est pas venu avec ses caméras, il n'a pas convoqué des journalistes, mais il a posé un acte politiquement puissant. Il est entré par la porte de la rébellion. Dans un discours soigneusement écrit, Kabila ne mâche pas ses mots. Il accuse Tshisekedi d'avoir provoqué la crise sécuritaire. Il parle des dictatures à abattre et il annonce sans ciller, je cite, « Je jouerai ma part pour mettre fin au chaos ». Après Goma, il continue sa tournée, direction Bukavu, capitale du Sud Kivu. Là, il ne vient pas pour la foule, mais pour des rencontres fermées. Réunions avec des notables, chefs coutumiers, figures des AFC et autres.
discussion avec des acteurs religieux et communautaires, consolider sa position, pas comme ancien président, mais comme rassembleur des forces invisibles du Kivu. Kabila ne revient pas pour prendre le pouvoir, il revient pour l'encercler. Il tisse des alliances, il ressuscite des vieux réseaux, il tend la main à ceux que Kinshasa ignore. Et petit à petit, il fait ce que Tshisekedi, Kagame et même les États-Unis ne parviennent pas à faire, parler à tous les camps. Question au public. Et si le vrai pouvoir au Kivu n'était pas dans les balles, mais dans les poignées des mains secrètes de Kabila? À Kinshasa, on voit encore Kabila comme un ancien président, mais sur le terrain, il construit un triangle d'influence, un triangle invisible, un triangle stratégique, un triangle qui pourrait renverser tous les accords diplomatiques. Premier sommet, le M23. Kabila ne commande pas les rebelles, mais son retour par Goma les légitime politiquement. M23 cesse d'être perçu comme une simple marionnette du Rwanda. Grâce à Kabila, il devient un acteur congolais du conflit. Deuxième sommet, les églises, Senko, ECC et autres. Depuis début 2025, les leaders religieux tentent d'organiser un dialogue national. Ils ont rencontré M23, les rebelles, les autorités, Tshisekedi les accuse de trahison pour avoir parlé en Nanga et Kabila. Mais sur le terrain, ce sont eux qui portent l'espoir du peuple. Et aujourd'hui, Kabila s'aligne discrètement avec eux. Il soutient leur initiative, il parle leur langage de réconciliation. Ils s'invitent dans leur dynamique pour se repositionner en sages du chaos. Troisième sommet, les chefs coutumiers et notables du Sud Kivu. À Bukavu, Kabila multiplie ses consultations locales. Il écoute, il s'enracine, il obtient des bénédictions coutumières. Il reconstruit un lien communautaire cassé depuis sa sortie du pouvoir. C'est la base invisible du pouvoir au Kivu. Les armes impressionnent, les coutumiers stabilisent, et ce triangle M23, église, coutumier, a désormais un seul point d'union, Kabila. Et plus il écoute, plus il lit, plus il rassemble, plus il devient l'homme par qui tout dialogue doit passer. Il ne prend pas le pouvoir par le haut, il tisse sa légitimité par le bas. Posons-nous une question stratégique. Et si demain, une vraie conférence nationale s'organise à Doha, est-ce que quelqu'un d'autre que Kabila pourra vraiment représenter le Kivu? Pendant que l'Afrique regarde à Washington, pendant que Kinshasa célèbre une épée bilatérale, et pendant que Kigali sourit à la caméra, le vrai théâtre de la recomposition congolaise pourrait bien être Doha. Depuis avril 2025, le Qatar accueille des négociations discrètes entre le gouvernement congolais, les rebelles du M23 et en coulisses, tous les acteurs que Washington a oubliés. Objectif non déclaré. Mettre en place une conférence élargie, une sorte de Sun City 2 qui rassemblerait les groupes armés M23, AFC, Résidus Maïmaï ou Wazalendo, les églises, Senko, l'église de réveil, SCC, les représentants coutumiers, les leaders politiques marginaux et Joseph Kabila au centre de tous les ponts. Pourquoi Doha?
parce que les Américains veulent une paix rapide, stratégique, rentable. Mais le Qatar, lui, prépare une paix enracinée, lente, inclusive, risquée, mais plus stable. Et dans cette architecture élargie, le seul homme qui parle à tout le monde, c'est Kabila. Son profil séduit. Ancien président, mais hors du jeu actuel. Parle aux rebelles sans être respecté par certains notables, soutenu par plusieurs réseaux africains et surtout perçu comme l'homme des équilibres ethniques du Kivu. À Doha, Kabila n'a pas besoin d'invitation. Il s'infiltre dans la dynamique. Il devient le médiateur naturel, même sans mandat officiel. Dans une guerre où tout le monde parle, Kabila ne lève pas la voix. Il se rend indispensable. Ce que Doha a construit en silence, c'est une épée dont le socle est à Goma et non à Genève. Une épée où Kabila devient la clé ou les verrous. Ce n'est pas une rébellion classique. Ce n'est pas une guerre tribale. Ce n'est même plus une révolte armée. Ce qui se construit aujourd'hui à l'est du Congo ressemble de plus en plus à un État parallèle. Et cet État a un visage politique. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, ancien allié de Joseph Kabila, aujourd'hui chef de l'AFC, Alliance Fleuve Congo. L'AFC est bien plus qu'un parti. C'est une interface politico-militaire soutenue par le M23, un bras politique pour donner un visage légal à un contrôle militaire. Dans les territoires qu'ils dominent, ils n'attendent plus Kinshasa. Ils nomment des gouverneurs, ils perçoivent des taxes, ils organisent la justice, ils imposent des lois, ils protègent des communautés, ils forment des fonctionnaires, ils contrôlent les routes commerciales, ils remplacent carrément l'État congolais. Et que fait Kabila? Il ne dirige pas cette structure, mais il s'aligne avec elle. Il rencontre Nangaa. Il cautionne leur discours sur la fin de la tyrannie. Il suggère un soutien politique tacite tout en gardant ses distances militaires. Il ne veut pas porter leur drapeau. Il veut être leur pont vers la légitimité. Et si demain un dialogue national s'ouvre, qui pourra représenter les territoires AFC M23 à la table des négociations? Qui connaît leur code, leur langage, leur logique? Réponse, Kabila. Le plus fascinant, c'est que cet État parallèle ne cherche même pas à devenir présidentiel. Il veut juste exister, fonctionner et négocier. Et pour négocier, il lui faut un visage. Et c'est là que Kabila entre en scène. On parle de guerre, on parle de paix, on parle de dialogue, mais on oublie souvent une vérité brutale. Ce n'est pas une guerre d'opinion, c'est une guerre de ressources. Le nord et le sud Kivu, ce ne sont pas des zones oubliées. Ce sont des coffres forts à ciel ouvert. Coltan, or, cassitérite, cobalt, terres rares, lithium, ainsi de suite. Des minerais stratégiques pour les batteries, les satellites, les armes, les téléphones du monde entier. Et aujourd'hui, qui contrôle les routes d'extraction? Qui tient les passages vers l'Ouganda, le Rwanda, le lac Kivu? Qui taxe les transports? Qui sécurise les cargaisons?
Ce n'est pas l'État congolais, ce sont les M23, c'est l'AFC, les réseaux informels et ceux qui parlaient avec eux comme Joseph Kabila. Kabila ne possède peut-être plus le pouvoir de Kinshasa, mais il s'installe au carrefour logistique et économique le plus sensible d'Afrique centrale. Et cela change tout. Quand tu contrôles les armes, tu fais peur. Mais quand tu contrôles les routes du coltan, tu fais réfléchir Washington. Voilà pourquoi sa position devient cruciale. Les Américains veulent sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Les Européens veulent éviter une déstabilisation énergétique et Kigali veut garder la fluidité commerciale sous contrôle indirect. Mais si Kabila s'impose comme le pont obligé entre ces minéraux et la stabilité régionale, qui pourra vraiment l'ignorer? Alors posons la vraie question. Ce n'est peut-être pas un chef d'État, mais est-il devenu le douanier invisible du chaos congolais? Kinshasa n'est pas aveugle. Tshisekedi voit le retour de Kabila. Il sent la menace et il a décidé de contre-attaquer. Mais pas sur le terrain du dialogue, mais sur le terrain de la répression. Depuis avril 2025, saisi d'avoir lié à la famille Kabila, arrestation des militaires proches de son ancien régime, restriction des activités du PPRD et son parti, surveillance renforcée des déplacements de ses partisans et surtout levée officielle de son immunité parlementaire, Kabila peut désormais être poursuivi pour trahison. Mais ce n'est pas tout. Félix Tshisekedi aurait, selon plusieurs sources diplomatiques, qualifié Kabila, Nanga et Katumbi de Swahili-speaking traitors. Une expression lourde, ethniquement sensible, une déclaration qui ne passe pas inaperçue dans un pays où la fracture linguistique et régionale reste explosive. En même temps, Tshisekedi tente un coup politique. Il propose une coalition de l'opposition Homeland Camp, pilotée par Fayoulou. Il tente de marginaliser Kabila, Nanga et leurs alliés du Kivu. Il met sous pression les églises en les accusant de complicité. Mais plus il s'agite, plus il révèle qu'il perd le contrôle du terrain. Kabila ne répond pas frontalement. Il laisse Kinshasa s'énerver. Il joue la carte du calme, du sage, du médiateur. Et dans ces jeux d'échecs, chaque arrestation renforce sa posture d'homme pacifique en mission. La vraie question devient alors, jusqu'où ira Tshisekedi pour neutraliser Kabila? Et jusqu'où ira Kabila pour faire croire qu'il ne cherche pas à le renverser? Personne ne veut vraiment de Kabila. Mais personne ne sait comment faire sans lui. Et c'est là que les malaises des grandes puissances commencent. Les États-Unis, ils ont investi dans l'accord de Washington. Ils veulent stabiliser l'Est, sécuriser les minéraux, calmer Kigali. Mais aujourd'hui, ils réalisent que l'homme qui parle au M23, aux églises et aux coutumiers n'est pas Tshisekedi, mais Kabila. Alors, que faire? Chers internautes, merci d'avoir choisi Africa Daily Report pour vous actualiser de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci.